Oui, bonjour, je m'appelle François Taquizo. Écoutez, ce que vous allez voir et entendre là, ça va vous parler de la créativité, la nécessité fondamentale de travailler la créativité. La créativité, c'est la vie. Être créatrice et créateur, c'est vraiment une notion que vous devez intégrer parce que ça va changer vraiment tous les paramètres de votre vie, dans tous les domaines. Ça va multiplier la confiance, ça va multiplier vraiment tout ce que vous êtes. Et du bon côté des choses, hein, c'est du bonheur. Donc écoutez bien ce qui suit, parce que j'ai fait des recherches avec la NASA, j'ai fait des recherches avec des grands professeurs, j'ai fait des recherches avec des écrivains, avec des gens qui sont pleins de bon sens. Vous allez vous régaler. Et ça va vraiment changer la donne pour vous. Allez, moi je propose la pratique, mais je vous explique pourquoi. J'avais très envie de partager avec vous un livre que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Comme par magie. Il a été écrit par Elizabeth Gilbert. Et comme je ne savais pas vraiment comment vous en parler, je me propose de vous lire quelques petits morceaux qui me paraissent vraiment délicieux. Alors tout d'abord, le livre commence par une question et une réponse. Qu'est-ce que la créativité ? La relation entre un être humain et le mystère de l'inspiration. Je suis convaincue que le processus créatif est magique, et que c'est de la magie. Voici en effet ce que j'ai décidé de croire concernant le fonctionnement de la créativité. Notre planète est habitée non seulement par des êtres humains, des animaux, plantes, bactéries et virus, mais également par des idées. Les idées sont une forme de vie désincarnée, composée d'énergie. Elles sont totalement distinctes de nous, mais capables d'interagir avec nous, bien que d'une manière étrange. Les idées n'ont pas de forme matérielle, mais elles ont une conscience, et il est certain qu'elles possèdent une volonté. Les idées sont mues par une unique pulsion, se révéler. Et le seul moyen pour une idée de se révéler dans notre monde, c'est de collaborer avec un être humain. C'est seulement par le biais de l'effort humain qu'une idée peut être extraite de l'éther intangible pour apparaître dans le réel. Par conséquent, les idées sont éternellement en train de tournoyer autour de nous en quête de partenaires humains disponibles et consentants. Je parle ici de toutes les idées, artistiques, scientifiques, industrielles, commerciales, morales, religieuses ou politiques. Quand une idée estime avoir trouvé quelqu'un, vous par exemple, qui serait en mesure de la faire apparaître en ce monde, elle vous rend visite. Elle tente d'attirer votre attention. La plupart du temps, vous ne remarquez rien. C'est probablement parce que vous êtes si préoccupé ou distrait par vos propres problèmes personnels, vos angoisses, vos devoirs, que vous n'êtes pas réceptif. Le petit signe qu'elle vous fait vous échappera peut-être. Parce que vous regardez la télévision, que vous faites vos courses, que vous ruminez votre colère contre quelqu'un, songez à vos échecs ou à vos erreurs, ou que vous êtes tout simplement occupé. L'idée essaiera d'attirer votre attention durant quelques instants ou quelques mois, voire quelques années. Mais quand elle se rendra compte que vous ne remarquez pas son message, elle partira à la recherche de quelqu'un d'autre. Parfois, c'est une occasion rare, mais magnifique, arrive un jour où vous êtes assez ouvert et détendu pour recevoir réellement quelque chose. Il se peut que vos défenses se soient relâchées, que vos angoisses aient diminué, ou même disparu pendant un bref moment, si bien que la magie peut trouver un passage. L'idée, vous sentant disponible, commencera à opérer sur vous. Elle enverra les universels signaux d'inspiration physique et émotionnelle, la chair de poule sur les bras, les poils qui se hérissent sur la nuque, l'estomac noué, le fourmillement de pensée, cette sensation de tomber amoureux ou cette obsession. L'idée va semer sur votre chemin des coïncidences et des présages afin de maintenir votre intérêt en éveil. Vous allez progressivement avoir l'impression que toutes sortes de signes vous désignent cette idée. Tout ce que vous allez voir, toucher et faire va vous la rappeler. Elle vous réveillera au milieu de la nuit et vous détournera de vos occupations quotidiennes. Elle ne vous laissera tranquille qu'une fois qu'elle aura mobilisé toute votre attention. Et là, dans un moment de silence, elle vous demandera « Veux-tu travailler avec moi ?» Si vous dites oui à une idée, c'est le branle-bas de combat. Dès lors, votre travail devient à la fois simple et difficile. Vous avez officiellement signé un contrat avec l'inspiration et vous devez essayer de l'accompagner tout au long, jusqu'au bout, jusqu'à son résultat impossible à prévoir. Vous pouvez fixer les termes de ce contrat à votre convenance. Dans la civilisation occidentale contemporaine, le contrat créatif le plus répandu est encore apparemment celui de la souffrance. C'est celui qui stipule « Je vais m'anéantir, moi et tous ceux qui m'entourent, dans mes efforts pour réaliser mon inspiration, et mon martyre sera la preuve de ma légitimité créative. »
Si vous décidez de conclure un contrat de souffrance créative, vous devriez vous efforcer de vous conformer le plus possible au stéréotype de l'artiste torturé. Pour les modèles, vous n'avez que l'embarras du choix. Pour suivre leur exemple, observez ces règles fondamentales. Buvez autant que vous le pouvez, sabotez toutes vos relations, luttez avec tellement de violence contre votre muse que vous en sortez immanquablement en sang. Exprimez une constante insatisfaction à l'égard de votre travail. Rivalisez jalousement avec vos confrères et enviez leur succès. Clamez partout que votre talent est une malédiction et non une bénédiction. Mesurez l'estime que vous avez de vous-même à l'aune des récompenses qu'on vous décerne. Soyez arrogant quand vous réussissez et apitoyez-vous sur votre sort dans le cas contraire. Préférez l'obscurité à la lumière. Mourrez jeune. Accusez la créativité de vous avoir tué. Fonctionne-t-elle, cette méthode ? Oui, bien sûr, super bien, jusqu'au moment où elle vous tue. Vous pouvez procéder ainsi si vous en avez vraiment envie. Surtout ne laissez en aucun cas ni moi ni personne vous priver de votre souffrance, si vous y tenez absolument. Mais je ne suis pas certaine que cette voie soit particulièrement productive, ni qu'elle vous apporte beaucoup de satisfaction ou de paix. À vous comme à ceux qui vous sont chers. Je concède que ce style de vie créative peut être extraordinairement glamour, et que cela fournira matière à un excellent biopic après votre mort. Donc si vous préférez une vie brève, glamour et tragique, à une longue vie d'abondante satisfaction, et c'est le cas de beaucoup, ne vous gênez pas pour moi. Cependant, j'ai toujours eu le sentiment que pendant que l'artiste torturé pique ses colères, sa muse reste assise, sans rien dire, dans le coin de son atelier, à se faire les ongles, en attendant patiemment qu'il se calme et dégrise, pour que tout le monde puisse se remettre au travail. Parce qu'au bout du compte, tout est une question de travail, n'est-ce pas ? Du moins, ne devrait-il pas en être ainsi ? Et peut-être qu'il existe une autre façon de s'y prendre. Puis-je vous en suggérer une ? Elle consiste à pleinement coopérer avec l'inspiration, humblement et joyeusement. Au sujet de la propriété, je suis convaincue que l'inspiration essaiera toujours de travailler avec vous, mais que, si vous n'êtes pas disponible ou disposé, elle décidera de vous abandonner et partira en quête d'un autre collaborateur humain. Cela arrive à beaucoup de gens, à vrai dire. C'est ainsi que vous ouvrez un beau matin le journal et que vous vous apercevez que quelqu'un d'autre a écrit votre livre, monté votre pièce, sorti votre disque, produit votre film, financé votre entreprise, lancé votre restaurant, breveté votre invention, bref, donné corps d'une manière ou d'une autre à une étincelle d'inspiration que vous avez eue des années plus tôt sans jamais la cultiver ni la mener à terme. Il se peut que cela vous mette en colère, mais vous n'avez aucune raison puisque vous n'avez pas fait le travail. Vous ne vous êtes pas montré assez disponible, rapide ou ouvert pour que l'idée prenne racine en vous et devienne réalité. En conséquence, l'idée est partie à la recherche d'un nouveau partenaire et c'est quelqu'un d'autre qui a pu achever la tâche. Ce n'est pas parce que la créativité est mystique qu'elle ne doit pas non plus être démystifiée. Surtout si cela permet de libérer les artistes prisonniers de leur grandeur, de la panique et de leur ego. Laissez-la venir et repartir. Cependant, le plus important à comprendre concernant l'eudaimonia, cette exaltante rencontre entre un être humain et la divine inspiration créatrice, c'est qu'on ne peut espérer qu'elle soit là en permanence. Elle vient, elle repart, et vous devez la laisser faire. Je le sais d'expérience, car mon génie, peu importe d'où il vient, n'a pas d'horaire fixe. Tout génie qu'il est, il ne travaille pas selon des horaires humains et n'organise certainement pas son emploi du temps pour m'arranger au mieux. Parfois, je me dis que mon génie travaille peut-être en douce pour quelqu'un d'autre, voire pour tout un tas d'artistes différents, comme une sorte de prestataire créatif en freelance. Parfois, je suis dans le noir à chercher désespérément à tâtons quelques stimulus créatifs magiques, et ce qui me tombe sous la main a la consistance d'un vieux torchon mouillé. Et puis soudain, zoom! L'inspiration arrive comme un coup de tonnerre dans le ciel bleu. Et puis zoom, la voilà repartie. Mais quand cette assistance arrive, cette sensation de trottoir roulant sous mes pieds, de trottoir roulant sous mes mots, je suis transportée et je suis le mouvement. Dans ces moments-là, j'écris comme si je n'étais pas tout à fait moi-même. Je n'ai plus la notion du temps ni de l'espace et je ne sais plus qui je suis. Quand cela se produit, je remercie le mystère de son aide. Quand il me quitte, je le laisse partir et je continue tout de même à travailler avec zèle, en espérant que mon génie refera son apparition un jour. Je travaille de l'une de ces deux manières, voyez-vous, avec ou sans assistance, car c'est ce qu'il faut faire pour mener une existence pleinement créative. Je travaille régulièrement et je suis toujours reconnaissante de ce qui arrive. Que je sois touchée ou non par la grâce, je remercie la créativité de me permettre simplement de travailler.
Parce que dans un cas comme dans l'autre, c'est stupéfiant à tout point de vue, ce que nous arrivons à faire, ce qu'il nous est permis de tenter, ce avec quoi nous parvenons, parfois, à communier de la gratitude. Toujours de la gratitude. Jamais il ne me vint à l'esprit de demander à une quelconque autorité la permission de devenir écrivain. Je n'avais jamais vu personne dans ma famille demander à quiconque la permission de faire quoi que ce fût. On faisait simplement des trucs. C'est donc ainsi que j'ai décidé d'agir, me lancer et faire des trucs. Voici à quoi je veux en venir, cher lecteur. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour mener une existence créative. Peut-être que l'on ne vous a pas dit ce genre de choses quand vous étiez enfant. Peut-être que vos parents étaient terrifiés par le risque sous toutes ses formes. Peut-être que c'étaient des obsessionnels du respect des règlements. Ou bien peut-être qu'ils étaient trop occupés à cultiver leur dépression, à prendre de la drogue ou se livrer à la violence pour utiliser leur imagination et libérer leur créativité. Peut-être avaient-ils peur du qu'en dira-t-on. Peut-être que vos parents n'avaient pas un tempérament à fabriquer des choses, que ce n'étaient que des consommateurs. Peut-être que vous avez grandi dans un environnement où tout le monde est vautré devant la télévision en attendant que les choses leur tombent toutes cuites dans le bec. Ne vous en préoccupez pas. Cela n'a aucune importance. Remontez un petit peu plus dans l'histoire familiale. Voyez vos grands-parents. Il y a de grandes chances qu'eux aient été du genre à fabriquer des choses. Non? Pas encore? Remontez plus loin alors, encore. Voyez vos arrière-grands-parents, vos ancêtres, ceux qui étaient immigrants, esclaves, paysans, marins, ou bien qui faisaient partie de ces peuples qui virent les navires arriver avec ces étrangers à leur bord. Remontez suffisamment loin, et vous trouverez des gens qui n'étaient pas des consommateurs, qui n'entendaient pas vautrer que tout leur tombe tout cuit dans le bec. Vous trouverez des gens qui passaient leur vie à fabriquer des choses. C'est de là que vous venez. C'est de là que nous venons tous. Les humains sont des êtres créatifs depuis vraiment très longtemps, suffisamment longtemps et assez systématiquement pour que cela apparaisse comme une pulsion entièrement naturelle. Pour prendre un peu de recul, réfléchissez à ceci. La plus ancienne trace d'art humain reconnaissable comme telle remonte à 40 000 ans. Le vestige le plus ancien d'agriculture, en revanche, ne remonte qu'à 10 000 ans, ce qui signifie que quelque part, au cours de l'histoire collective de notre évolution, nous avons décidé que c'était largement plus important de fabriquer des objets séduisants et superflus que d'apprendre à nous nourrir de manière régulière. Vous voulez écrire un livre, composer une chanson, réaliser un film, décorer une poterie, apprendre une danse, explorer un nouveau pays, dessiner un pénis sur votre mur? Faites donc, qui s'en soucie? Puisque vous en avez le droit en tant qu'être humain, faites-le avec allégresse. Enfin, faites-le sérieusement, évidemment, mais ne prenez pas cela au sérieux. Laissez l'inspiration vous entraîner là où il lui plaira. Gardez à l'esprit que durant la majeure partie de l'histoire, les individus ont fabriqué des choses et qu'ils n'en ont pas fait tout un plat. Nous fabriquons des choses parce que nous aimons le faire. Nous recherchons ce qui est nouveau et intéressant parce que nous aimons cela. Et l'inspiration œuvre avec nous, apparemment parce qu'elle aime cela, parce que les êtres humains possèdent quelque chose en plus, quelque chose de spécial et d'une inutile profusion, quelque chose que la romancière Marilyn Robinson qualifie de surabondance magique. Cette surabondance magique, c'est la créativité en vous qui bourdonne et palpite discrètement au fond de sa cachette. Envisagez-vous de devenir quelqu'un de créatif ? Trop tard, vous l'êtes déjà. Le simple fait de qualifier un individu de créatif est un pléonasme presque risible. La créativité est la caractéristique de notre espèce. Nous possédons tout ce qu'il faut pour cela. Les 5 sens, la curiosité, les pouces opposables, le rythme, le langage, l'enthousiasme et une connexion innée avec le divin. Si vous êtes vivant, vous êtes créatif. Vous, moi et tous ceux que vous connaissez sommes le produit de dizaines de millénaires de créateurs qui décoraient, bricolaient, racontaient, dansaient, exploraient, jouaient du violon, des percussions, bâtissaient, cultivaient la terre, résolvaient les problèmes, embellissaient tout. Tels sont nos ancêtres communs. Les gardiens de la grande culture tenteront de vous convaincre que l'art appartient à une poignée d'élus, mais ils se trompent, sans compter qu'ils sont agaçants. Nous sommes tous des élus. Nous sommes des créateurs nés. Même si vous avez passé votre enfance à vous gaver de sucreries et à vous abrutir devant des dessins animés du matin au soir, la créativité est tout de même tapie en vous. Elle est bien plus vieille que vous, bien plus que n'importe lequel d'entre nous. Votre corps et votre esprit sont parfaitement conçus pour collaborer en symbiose avec l'inspiration, et elle cherchera toujours à vous joindre, exactement comme elle traquait vos ancêtres.
Tout cela revient donc à dire, vous n'avez pas besoin d'un mot du proviseur vous autorisant à mener une existence créative. Sinon, si vous avez vraiment l'impression qu'il vous faut la permission, voilà, je viens de vous la donner. Je viens de l'écrire au dos d'une vieille liste de courses. Considérez-vous comme pleinement accrédité. À présent, allez créer quelque chose. Quelles que soient vos raisons de créer, elles se suffisent à elles-mêmes. En faisant simplement ce que vous aimez, vous aiderez peut-être quantité de gens sans le vouloir. Alors, faites ce qui illumine votre vie. Suivez ce qui vous fascine ou vous obsède. Ayez confiance. Créez ce qui provoque des révolutions dans votre cœur. Le reste se fera tout seul. J'espère que ce que vous venez d'entendre vous a donné l'envie, l'enthousiasme de démarrer la créativité. Allez, inscrivez-vous, c'est parti!